micro, c'est pas le micro. Okay. Bonsoir. Bienvenue à cette première de l'encyclopédie du théâtre, cette série qu'on avait commencé puis qu'on va reprendre cette saison, animée par Leïla Adam, dramaturge, chercheuse, universitaire, conseillère artistique, avec qui on travaille beaucoup ici, et à l'occasion de la venue de Marilou Marini. Ce soir, en fait, j'avais vraiment envie qu'on démarre ce premier numéro avec Marilou. On aurait pu le faire il y a quelques mois au moment de la sortie du film de Sandrine Dumas sur Marilou. Et puis on s'est dit que ce serait, plutôt que de lancer le film comme ça, ce serait plus intéressant de faire une vraie soirée qui lui serait consacrée, parce qu'au-delà du film, elle a beaucoup de choses à raconter. Et voilà, de commencer la saison avec elle, c'était une façon de parler de théâtre, mais pas que, vous allez voir, de parler politique, de parler de toute une histoire du théâtre en France qui a été presque génétiquement modifiée par l'arrivée de ces Argentins et Argentines en France dans les années 70. Enfin voilà, avec l'époque qu'on a traversée, la période de juin-juillet, qui nous a fait beaucoup, qui a été un peu une sorte d'électrochoc dans le monde de la culture, où les gens avaient l'air de réaliser que le fascisme pouvait avoir des conséquences tragiques. On s'est dit, ça va être très bien de commencer ce numéro avec Marilou, puisque c'est aussi un peu tout ça dont on va parler. Voilà, donc ça va être une soirée assez complète, qui sera suivie par la projection du film de Sandrine, que je remercie aussi beaucoup d'être là. Sandrine, voilà, Sandrine Dumas. Et voilà, on s'est connus avec Marilou, j'étais bébé, et tu étais une jeune femme. Voilà, une jeune femme, donc il y a 35 ans à peu près, je crois. Voilà, on avait joué ensemble il y a très très longtemps, et puis on s'est retrouvés pour faire Oh les beaux jours 10 ans plus tard, il y a 20 ans. Bref, voilà, c'est aussi une longue histoire qui nous réunit, au-delà du théâtre aussi. Et c'est pour ça que c'est beau de commencer cette saison avec toi, Marilou, et avec toi, Leïla. Voilà. Merci. 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 Bonsoir à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier numéro des encyclopédies du théâtre, dont le projet est très simple, c'est d'écouter des artistes nous parler de leur travail. Je suis ravie et très émue, je dois dire, de lancer cette série avec deux artistes qui sont très chers à mon cœur, Marilou Marini et Arthur Noziciel. Alors, on va commencer, on est déjà un tout petit peu en retard. Avec ces deux artistes, je vous propose d'aborder une question qui, à vrai dire, m'a été inspirée par le film de Sandrine Dumas et qui excède d'une certaine manière le seul domaine théâtral, c'est la question du parcours. Qu'est-ce qu'un parcours? Quelle place laisse-t-il au hasard, à la chance, à la volonté, aux circonstances, c'est-à-dire à l'histoire? Qu'est-ce qui fait une vie et qu'est-ce qui fait basculer cette vie en destin? Marilou Marini, Arthur Noziciel, on a envie de cheminer avec vous dans ces questions parce que vos parcours sont tous les deux tout à fait passionnants. Marilou, vous êtes née en Argentine, vous avez été formée comme danseuse, vous avez fait du théâtre. Pour des raisons politiques, on y reviendra, vous avez quitté l'Argentine, vous vous êtes installée en France, vous avez travaillé avec des Argentins en exil, Arthur le disait à l'instant, et avec des artistes d'autres horizons comme Arthur Noziciel. Arthur, vous êtes né en France, vous avez été formé comme acteur, vous avez commencé à mettre en scène il y a 25 ans et vous ne vous êtes jamais arrêté. Vous êtes le directeur du Théâtre national de Bretagne et de son école. Votre chemin a croisé 2 fois celui de Marilou Marini dans le cadre professionnel, d'abord comme acteur, puis comme metteur en scène, puisque Marilou vous a commandé une mise en scène. Et ça, on y reviendra, parce que c'est assez rare qu'un projet parte du désir d'une actrice. Et donc, vous lui avez commandé, Marilou, de vous mettre en scène dans Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Exact. Alors, un parcours, on va commencer donc cette réflexion sur le parcours. Un parcours, c'est très concret. C'est d'abord une affaire de temps et d'espace. Dans quelle époque il commence et dans quel lieu?
Vous êtes née en Argentine, Marie-Lou, on l'a dit, et au milieu des années 60, vous êtes à Buenos Aires. Le premier lieu marquant pour vous, je crois, c'est l'Instituto di Tella. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce lieu tout à fait extraordinaire? Oui, bonsoir à tout le monde. Et dans les années 60, dans une Argentine qui est toujours, qui est toujours en train de vivre des moments complètement chaotiques d'un point de vue politique, et dans les années 60, avec des gouvernements militaires, et apparaît l'Instituto di Tella. C'est un institut qui a été fondé par Guido di Tella, une famille extrêmement puissante en Argentine, mais avec un esprit de solidarité et de renouvellement culturel énorme. Et c'était un endroit où il y avait des espaces et des artistes qui étaient au service des artistes. Ça veut dire, par exemple, il y avait l'espace pour le théâtre et pour la danse, un théâtre en marche avec pas mal de ressources techniques, mais il y avait aussi des dessinateurs graphiques qui faisaient des affiches extraordinaires et magnifiques pour nous, des photographes qui avaient des archives photographiques de tout notre travail, et personne, les autorités, les directives de cet institut ne demandaient rien. Il n'y avait aucune donnée, il n'y avait pas de cahier de charges, disons. On faisait vraiment notre volonté et notre désir. Je dois vous dire que c'était comme être dans un oasis au milieu d'un endroit, de circonstances d'un pays tellement dur pour nous. Ça veut dire, on sortait de l'institut, on marchait 200 mètres, et la police nous amenait pour passer la nuit dans les commissariats, parce qu'on avait les cheveux longs, parce qu'on était dangereux. Donc, et ça nous a fait des muscles, parce qu'on devait être ouvert et vraiment être honnête avec nous-mêmes pour nos désirs et pour la création, et en même temps avoir la force suffisante pour vivre notre quotidien, qui n'était pas toujours très agréable. Mais je dois dire que toutes les autorités de l'Instituto di Tella nous ont toujours soutenus. Et bon, ils ont lutté jusqu'à la fin, jusqu'à que les autorités militaires le ferment. Il a été censuré, il y a eu une descente de police, on a été en prison, moi j'étais en prison, enfin, et voilà, après il y a la saga, je vous raconterai après. C'était en quelle année ça? De ça, c'était la fermeture de l'Instituto, c'était dans les années 60, non, avant 68, je crois. Ouais. La fermeture. Ouais. C'était parce qu'après, on est parti une première fois en 69. On était déjà parti. Oui, c'était pendant qu'il y avait mai 68 ici, là-bas, on fermait
s'il y avait un autre paysage politique, disons. Mais la chose qui était magnifique, c'était cette cohabitation de cet endroit d'entière liberté et cet vécu quotidien de quelque chose qu'on devait, qu'on devait lutter même avec nos vêtements, c'était une lutte corps à corps pour revendiquer une liberté dans cette situation tellement coercitive et tellement dure à vivre. Alors, vous le dites, hein, à partir de 1966, l'Argentine entre dans une période politique très, très tourmentée et très instable, puisqu'il y a des coups d'État qui se multiplient et des généraux successifs arrivent au pouvoir. Et à partir de 1968, effectivement, il y a une censure très dure qui se met en place. Et les universitaires sont traqués, et les artistes en particulier sont traqués, effectivement emprisonnés. Il y a des lois, vous l'évoquiez, qui interdisent le port de cheveux longs, le port de mini-jupes, le port de t-shirts trop courts. Mais vous continuez à faire du théâtre. Alors c'est ça, oui, c'est ça l'endroit du mystère, et sur quoi on voudrait vous interroger, c'est où trouvez-vous cette force et qu'est-ce qui vous fait continuer, revenir jusqu'au départ à Paris? Mais je veux dire entre 68 et 75. Dans le désir, je ne sais pas, dans le désir profond et par cette chose inévitable vis-à-vis de soi-même. En plus, même, je dirais d'une façon comme ça, très humble et quotidienne, je ne sais pas faire autre chose. Donc, et pour moi et pour mes camarades, c'était notre façon de nous exprimer, notre façon d'être vivant dans le monde et dans cette réalité argentine qui était vraiment accablante. Mais nous étions jeunes et on continue à être jeunes dans les désirs toujours, je pense. Et il y avait, on n'était pas pris par la mélancolie, par une chose tragique qu'on doit lutter contre l'oppression et tout ça. Il y avait une force de vie nécessaire. Il y avait quelque chose qui devait s'exprimer d'une façon nécessaire et joyeuse. Et justement, cette confrontation avec cette situation de censure et des mains basses sur nous, ça nous donnait de la force. Ça veut dire, parce que aussi, une des caractéristiques des Argentins, c'est l'ironie et un sens de l'humour, une distance. Moi, je pense que les Argentins, nous avons un humour qui est un mélange d'humour anglais et d'humour juif. Parce qu'on a une distance, on est capable de rire de nous-mêmes dans les situations les plus extrêmes. Et cette force-là nous conduisait, je crois, aussi pas à nous acharner, à vraiment sentir que ce qu'on faisait, c'était nécessaire pour nous et peut-être c'était nécessaire pour les autres aussi. Et pour pouvoir ouvrir une petite porte pour que les gens puissent voir au-delà des journaux censurés, au-delà
je commence à me souvenir des choses, je vais m'émouvoir, je vais pleurer, ça va être terrible. Bon, je veux dire, l'adversité nous donnait, les limites nous donnaient de la force. Et je crois que dans la vie, quand on est confronté à une limitation, à quelque chose qui nous dit non, c'est jusque-là, on trouve toujours la force et l'énergie pour créer quelque chose qui transforme cette limite dans une possibilité. C'est ce qui nous est arrivé, en tout cas. Alors, quelques-uns de vos camarades argentins partent dès la fin des années 60. C'est le cas de Alfredo Arias, que vous retrouverez à Paris, de Roberto Plate, de vos camarades du groupe C. Mais vous restez et vous attendez 75. Qu'est-ce qui, finalement, vous donne l'idée de quitter l'Argentine? Et est-ce que vous pensez en 75 que ce sera un exil définitif? Est-ce que vous en avez conscience? Bon, je veux dire, j'ai vécu pas mal de choses depuis les années 68, 69 jusqu'à 75. Je veux dire, là, j'étais en prison, j'étais et en même temps, bon, j'avais des situations personnelles qui me faisaient que je restais en Argentine par des raisons très personnelles. Mais pendant ce temps, j'ai joué une pièce d'un auteur brésilien, Roberto Ataide, qui a joué ici à Nijirardo, Madame Marguerite. Et Madame Marguerite, c'est une pièce dont une maîtresse d'école donne un cours de biologie. Et elle enseigne les choses de la vie, comme elle dit. Et à la fin, dans la mise en scène que je jouais en Argentine, à la fin de la pièce apparaît un élève. Les élèves c'est le public dans la pièce. À la fin de la pièce apparaît un élève et dans la mise en scène, je l'ai torturé et je l'ai châtré. Et j'ai commencé à avoir des appels à la maison en disant que quand même, il faudrait que je réfléchisse, que je devrais arrêter de jouer cette pièce, etc., etc. Et de nouveau, tous les fantômes de la censure et de cette nuit qu'on passait dans les commissariats ont ressurgi. Et à ce moment-là, Alfredo Arias, qui était à Paris, m'appelle et me dit, écoute, on monte une pièce, viens, comme ça. Et là, je me suis décidée et je suis partie. Et je suis partie juste quelques mois avant que la junta militaire prenne le pouvoir en Argentine et qu'il y a 30 000 disparus. J'ai eu de la chance. Ouais. Quoi? Qu'on cherche toujours. On cherche toujours. Ah oui. Oui. Ils sont en train de... Le gouvernement de M. Milei, notre actuel président, dit qu'en fait, il n'y a pas 30 000, qu'il y a moins. Comme si ça justifierait quelque chose. Enfin, c'est la folie. Ce qu'on est en train de vivre maintenant aussi en Argentine, c'est la folie. Et donc, on continue l'histoire de ce parcours en France.
en 75, vous retrouvez les camarades argentins du groupe C. Donc, Arias, on l'a dit, Roberto Plate, Facundo Bo, Coppi. Et vous entrez dans une période extrêmement active et riche de création. Il y a un premier spectacle qui devient absolument légendaire que vous créez tous ensemble, c'est Peine de cœur d'une chatte anglaise. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce spectacle et puis aussi, je voudrais vous interroger sur la femme assise de Coppi, parce que Arthur le disait, vous inventez de nouvelles formes, en fait. Ce groupe d'Argentins, il révolutionne complètement l'art français. Est-ce que c'est l'histoire du théâtre français? Est-ce que c'est la suite de l'Instituto di Tella ou est-ce que c'est autre chose qui s'ouvre en France pour le groupe C? Moi, je pense que c'est un mélange. Bien sûr, dans l'Instituto di Tella, nous jouons avec notre histoire, notre ADN culturel argentin, qui est tellement différent de votre formation, de la culture française. En fait, je crois que peut-être ce qui est différent, c'est que notre approche au texte ou à la situation théâtrale, c'est très charnel, très corporel. Vous êtes un peu plus cartésien, disons, que nous, latino-américains. Et aussi, il y a quelque chose qui se passe, la culture française et la langue même française a une capacité de symbolisation très différente de l'espagnol et de la culture latino-américaine. Parce que la culture latino-américaine, c'est un mélange, un chaudron des cultures qui sont venues de toutes les parties du monde. On dit que les hommes descendent des singes et que les Argentins descendent de bateaux. Moi, par exemple, je suis un exemple. Je suis première génération argentine. Mon père était italien et ma mère allemande. Et donc, nous sommes issus de toutes ces cultures, mais qui ont vécu dans un endroit différent, dans un endroit où tous ces immigrants ont reconstruit leurs rêves et leurs souvenirs de l'Europe ou les endroits lointains qu'ils ont laissés. Il y a quelque chose, c'est pour ça aussi que notre regard par rapport à la création, et il y a une liberté de point de vue, une liberté des images que peut-être dans une culture beaucoup plus avec des, je ne sais pas, avec des ciments plus forts et plus lointains et plus restreintes. Nous avons la possibilité d'inventer quelque chose qu'on nous a raconté, peut-être nos parents, nos pères, nos aïeuls, mais qu'on n'a pas vu, on n'a pas vécu. Alors, je crois que c'est ça aussi qui a fait que notre approche, pour revenir à votre demande, que notre approche avec le théâtre et les textes, c'est une approche très sensorielle. Moi, je crois que tout est corps. Moi, je crois qu'une langue, qu'un texte, que les paroles sont corps. On caresse avec une parole, avec un mot, avec une phrase, et on gifle et on tue aussi. Mais je crois que pour nous, travailleurs du théâtre, tout ce qui sort de nous,
c'est du corps. Et il n'y a... mais le corps aussi, c'est l'imagination. Ça veut dire, si on lit Paul Preciado, on peut imaginer ça aussi. C'est juste pour ajouter que c'était une période très particulière où il y avait beaucoup d'artistes d'Amérique du Sud qui arrivaient, parce qu'il y a eu la dictature en Argentine, mais pas que. Donc il y avait toutes ces vagues qui arrivaient aussi du Chili, du Brésil. Ouais. On était en post-68, donc c'était une période quand même très effervescente, très agitée, avec une jeunesse qui avait envie d'en découdre avec quelque chose et qui rencontrait aussi quelque chose de plus formaté, de plus classique du théâtre français. Et que l'arrivée du Tse, alors je pense évidemment à Coppi, mais aussi Facundo, et puis tout ce que le Tse a inventé, qui a été vraiment comme un ovni qui allait marquer assez longtemps le théâtre en France. C'est pour ça que c'était important de parler un petit peu de ça, parce que le théâtre, il y a très peu de traces, donc vous allez en voir un petit peu des images quand même dans le film de Sandrine. Mais finalement, du Tse et de cette époque a été tellement marquante, finalement, les plus jeunes n'ont pas forcément l'idée de ce que ça a pu être, et qui était quelque chose aussi d'hybride entre le musical, le conte, le théâtre. C'est-à-dire qu'il y avait aussi quelque chose de très impur, de très mélangé. Tu parlais de Chaudron, mais il y avait cette dimension-là, et scandaleuse, et drôle, et très belle, parce que j'avais vu Les Peines de cœur, qui était un spectacle qui est devenu culte. Enfin, vous avez dû le jouer très longtemps. Oui, on l'a joué 4 ans. Tu vois, 4 ans, et c'était un spectacle d'une grâce et d'une beauté. Oui, oui. Mais là, c'était justement une mélange avec ce que nous, on pouvait apporter justement de cette chose non formatée, et quelque chose qui émanait de la culture française, puisque c'était basé sur les dessins de Granville. Et c'était basé sur un conte de Balzac, et Granville a illustré les peines de cœur d'une chatte anglaise. Mais là, c'était aussi un chaudron, parce que les monsieur qui a fait les masques de ces spectacles, qui sont maintenant à la Bibliothèque de France, c'était monsieur Brodislav Dobouginski, qui était le fils, qui était un monsieur russe, qui était le fils du décorateur de Stanislavski. Et lui, il avait un métier, un artisanat pour travailler qui était époustouflante. Et ça rejoint quelque chose que je crois que nous, les gens qui faisons du théâtre, nous savons tous que le théâtre, c'est de l'artisanat. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit construire jour au jour avec notre corps et avec notre histoire, non? Mais c'est comme dans la danse. Il n'y a pas la barre, il n'y a pas les 32 pirouettes du deuxième acte du Lac du Cygne, non? Mais les peines de cœur d'une chatte anglaise, c'était aussi une conjonction des gens qui venaient des horizons très différents, comme M. Dobouginski, et c'est aussi une grande dame qui a travaillé beaucoup avec Lucchino Visconti, Lilla Di Nobile, qui a introduit l'idée. Enfin, c'était c'était un moment incroyable de travail et d'acharnement pour arriver à un résultat, et de folie aussi, non? C'était magnifique. Et je me souviens, il y a tu as vu le spectacle quand tu étais bébé, voilà. Et il y a voilà. Et une comédienne qui a travaillé avec Sandrine dans un de ses films, Marthe Keller, est venue avec ses enfants.
Et à la fin du spectacle, on enlevait les masques, non? Et les enfants disaient non, non, non. Ils ne voulaient pas casser leur illusion. Ça c'était fantastique parce que ils nous ont dit, mais il y a un moment qu'on oublie qu'il y a des êtres humains dans le masque. Ça, c'était un bon compliment. Alors oui, c'est devenu effectivement un spectacle très important et tous ceux qui ont suivi, la France se passionne pour ce travail. Et en 85, vous arrivez dans l'institution. Il y a un lieu, justement, Arias est nommé à la tête du CDN d'Aubervilliers, qui est le premier théâtre de banlieue à recevoir le label CDN. Et c'est le groupe C qui débarque tout entier dans ce lieu et qui, du coup, a un outil, un nouveau lieu, justement, pour travailler. On est en 85, c'est-à-dire que Mitterrand est arrivé au pouvoir, ce sont les années longues, les budgets de la culture ont doublé, triplé même. Ça fait rêver. Souvenir. Alors justement, quel souvenir gardez-vous de cette période-là et est-ce que ça a été important, marquant pour vous, qu'il y ait ce lieu, justement, de nouveau? Oui, non, c'était fantastique dans le sens qu'on avait un lieu dans lequel on pouvait s'investir comme si on était chez nous, dans notre maison, et aussi avec une possibilité et une capacité d'ouverture vers un public totalement différent, parce que ce qu'on essayait de faire, et Dieu sait si c'est difficile, c'est que les gens d'Aubervilliers viennent au théâtre. Et ça, c'était un énorme travail qui a été fait, et à la fin, on a réussi. Mais aussi, c'était la possibilité de créer en ce lieu et des pièces qu'on avait commandées à des auteurs argentins qui travaillaient avec Alfredo Cadocotz, et de pouvoir montrer et de pouvoir donner aussi la possibilité et l'espace à des créateurs jeunes, à des créateurs autres. Et je ne sais pas, pour moi, c'était un peu comme dire j'ai une maison en France. J'arrive en France parce que on était, quand on vient d'une autre culture, et je dois dire que la culture argentine admire profondément la France, on est très francophone, et on croit qu'on connaît la culture française, mais quand on arrive ici, on se rend compte qu'on ne la connaît pas du tout, qu'on doit vivre justement avec le corps dans cette culture pour pouvoir se faire encore français. Et arrivé à Aubervilliers, je crois que ce que je sentis, c'est ça. C'est qu'on avait un lieu où justement on pouvait accueillir et donner. C'est ce qu'on fait toujours quand on fait du théâtre, quoi. Mais c'était cette possibilité-là qui nous donnait. Je te renvoie à la question, Arthur. Qu'est-ce que ça change d'avoir un lieu? Qu'est-ce que ça permet? Marie-Lou l'a très bien dit, c'est de pouvoir développer un parcours artistique sur la durée et de l'inscrire sur un territoire, de le partager à la fois avec
avec un public sur un territoire donné, et puis aussi avec d'autres artistes, en leur donnant aussi les moyens de consolider et de conforter leur propre parcours. Et tout ça se faisant dans le contexte du théâtre public, on est aussi dans quelque chose qui n'est pas la loi du marché, c'est-à-dire qui permet à des gens de prendre des risques sur des auteurs, sur des aventures théâtrales singulières, sur des choses plus expérimentales, et donc qui permettent au théâtre de se renouveler, puisqu'on n'est pas dans une logique de théâtre privé qui dépend de sa billetterie. Donc ça ne veut pas dire qu'on veut jouer devant des salles vides, c'est pas ça. Ça veut dire qu'en tout cas, on n'est pas tenu de la même façon à faire des succès ou pas des succès, et que tu peux faire un spectacle qui va moins marcher, mais ça ne t'empêche pas d'en faire un autre après, ou tu peux accompagner une jeune compagnie. Le premier spectacle, ça ne se passe pas forcément bien, mais c'est en continuant que tu finis par construire un public qui va être le public de cet artiste à un moment donné. Ça. Donc voilà, c'est pour aller vite, mais si jamais ça intéresse les gens, Journée du patrimoine, le 21 septembre, y a une rencontre, on fait une rencontre autour de la question des CDN. Qu'est-ce que c'est qu'un centre dramatique, l'histoire des CDN, et on expliquera ça dans les détails. Donc voilà, 21 septembre, comme ça on peut... Alors on revient justement aux années 80 surtout. Et la tempête, vous l'avez fait quand ? En 86. Oui, parce qu'il y avait eu ça aussi qui était... Tu allais en parler. Oui. Ouais. Mais là, oui, je parle plus généralement des années 80 et donc des années longues, mais c'est aussi, et on parlera de Shakespeare juste après, mais les années 80, c'est aussi, c'est les années de la fête, c'est les années où la culture explose, mais c'est aussi des années hantées par le sida. Ouais. Et le groupe C, c'est un groupe qui est touché très tôt et très fort par la maladie. Jacques Jolivet, qui jouait avec vous. Oui, et il était l'administrateur du groupe. Il était un Breton, Jacques Jolivet. Et adorable. Et Jacques Jolivet nous a quittés d'une façon très inattendue et très vite. C'était aussi Alain Salomon qui est joué avec nous dans le groupe et qui avait joué beaucoup avec Ariane Mouchkine aussi. Et même s'il n'était pas dans le groupe, Copy aussi, qui est mort du sida, et que je trouve qu'il a un geste de générosité incroyable d'artiste, parce qu'il est en train de mourir du sida et il écrit une visite inopportune. Ça veut dire que de son chemin vers la mort, il fait une œuvre, il nous a laissé quelque chose. Et ça, je trouve d'une générosité, d'une élégance d'esprit et d'âme, et ça rejoint ce que je disais de nous les Argentins, que nous avons cet humour entre Anglais et Juifs, qu'on peut toujours avoir une distance avec nous-mêmes. Bon, des fois, il y a des exceptions aussi, il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'humour de tout, mais ça existe. Mais oui, le sida a été un moment très douloureux. Il y a beaucoup d'amis qui nous ont quittés. Oui, dans Une visite inopportune, effectivement, Copy invente un personnage qui s'appelle Cyril et qui fête l'anniversaire de son sida. Oui. Et c'est pour donner une petite idée justement à la fois de l'humour, mais aussi de la manière très frontale dont Copy, et c'est un des premiers auteurs à avoir abordé la question du sida de manière aussi frontale. Il y a La visite inopportune, il y a aussi, mais c'est après que vous l'ayez joué, il a continué la BD de La femme assise. Et en 87, il y a un numéro dans la revue Guépier qui est très
justement où il fait revivre cette femme assise qui dit, alors qu'elle est surprise par une fleur, qui dit « j'ai le sida ». Et ma question, donc, elle est là-dessus. Vous avez évidemment fait le deuil d'amis, mais vous avez aussi accompagné des artistes qui ont justement modifié aussi l'écriture, les formes, en se confrontant très directement à cette maladie et en essayant de la dire. Qu'est-ce qu'il a fait au théâtre, le sida, si je puis dire? Est-ce que vous sauriez dire quelques mots? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait au théâtre, le sida. Je ne sais pas, mais je crois que au théâtre du monde a fait quelque chose, le sida. Le sida, d'abord, a été, je crois que c'est une des premières épidémies qui nous a fait prendre conscience, d'abord par tout ce qui est passé, parce que, je veux dire, d'abord, c'était une maladie que du pays, de la famille homosexuelle. Il y avait aussi comme une condamnation, il y a tellement de choses qui se sont exprimées et qui ont passé à travers le regard du monde vis-à-vis de cette maladie. Mais je crois que ceux qui ont pu assumer et y avoir un regard humain vers les sida ont pu exprimer une générosité et une bienveillance, pas une bienveillance, mais comme si on prenait entre nos bras les gens qui ont souffert cette maladie. Et que, en fait, nous sommes tous des malades du sida. Je veux dire, non, parce qu'il y a une possibilité d'empathie et pas de rejet. Et c'est justement ça, je crois, que si on relit la pièce de Coppi de nos jours, on se rend compte de ça. Et il y a une dédramatisation de la situation. Il a l'acceptation de quelque chose qui est inévitable pour nous tous, que c'est la mort. Et il y a un regard vers la mort, une acceptation qui n'est pas sentimentale, qui peut être tragique peut-être, mais qui n'est pas sentimentale. Et ça, je crois que c'est une grande force qu'on nous a donnée à certains de nous, la confrontation avec cette maladie. Moi, je vais raconter une anecdote de Coppi, puisque je raconte une anecdote, et ciao. Et quand on allait, il était déjà très mal. Il était à l'hôpital, il était très mal, le pauvre. Mais on allait le visiter et il nous tranquillisait, il nous calmait. Tu sais, Marilou, ne t'inquiète pas. Moi, je m'endors un peu. Je ne peux pas parler beaucoup, mais je suis bien. Ne t'inquiète pas. Reste un moment et après, je vais me réveiller. Parce qu'il fumait des joints à l'hôpital. Parce que c'est la chose qui le calmait. Et tu sais, je me réveille, on fume un joint et après tu t'en vas tranquille comme ça. Mais il nous calme, il tranquillisait. C'était un grand seigneur dans cette, enfin voilà.
Non, parce qu'il avait inventé aussi par rapport à Marie-Lou, c'est ce personnage de la femme assise qui est devenu aussi iconique et que tu as repris plusieurs fois et qui était au départ un dessin dans le Nouvel Observateur, c'est ça? Oui, 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 c'était un dessin dans le Nouvel Observateur. Il a publié pendant 10 ans, La femme assise. Et Alfredo a eu l'idée, parce que c'était tout de petites scénettes, c'était la femme assise qui parlait avec des différents personnages et des animaux. Il y avait sa fille et il y avait un singe qui venait la visiter, qui s'échappait du zoo. Et, et, euh, et, et, et Alfredo a eu l'idée d'adapter ces petites scénettes comme ça pour faire une pièce de théâtre. Donc, c'était la femme assise qui parlait avec son mari qui avait été violé dans les métros aussi par des loupards et qu'elle chassait de la maison enfant. Et avec sa petite fille qui le demandait, maman, pourquoi je n'ai pas une banane? Enfin, mais c'était de petites scénettes qui donnaient un humour absolument farfelu et très poétique, très fou, des fois très osé et des fois très dérangeant, mais toujours poétique. Et la femme assise, en plus, comme dessin, c'est très synthétique. C'est une ligne qui dessine cette femme qui est toujours assise sur une petite chaise et qui reçoit les animaux. Donc, parce que c'était génial pour travailler le personnage. Moi, j'ai regardé beaucoup les dessins pour voir tout le travail que Coppi avait fait comme dessinateur avec la ligne pour les travailler dans le corps, vous voyez. Parce que, bien sûr, il n'y avait pas de psychologie, il n'y avait rien. Il y a juste des situations, des choses tranchantes comme ça. Mais c'était magnifique. Je crois qu'il y a des élèves ou des gens qui travaillent dans le théâtre, pour moi, comme comédienne, de suivre ce travail que Coppi avait fait en dessinant la femme assise. Et en plus, comme Coppi était quelqu'un qui adorait jouer, et vous allez le voir dans le film, il avait une façon très particulière à lui de jouer. Et ça m'a beaucoup inspiré pour le travail corporel et même des créations de créer le personnage, le travail des dessins, des copies. Et en fait, la femme assise, c'est comme une ignorante métaphysique, non? Parce qu'elle sait qu'elle a tort, elle sait qu'elle va contre le mur, mais elle continue. Elle est très déterminée. Alors, il y a trop de spectacles, on ne peut pas tous les évoquer. Après La femme assise, il y a effectivement le Shakespeare, La tempête, que vous créez dans la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est en 86. Il y a un autre spectacle que j'aime beaucoup qui fait un peu écho, enfin complètement écho d'ailleurs aux peines de cœur, c'est Le Marivaux en singerie, où là, c'est plus des chats, c'est des singes, tout le monde est en singe. Il y a voilà, un réservoir de formes qui est invité, mais on est obligé d'avancer à toute allure pour arriver au début des années 2000 et évoquer quand même le projet qui vous réunit et le projet qui vient de vous. Et donc, vous demandez à Arthur Nosiciel de vous mettre en scène dans Beckett. Oui, parce que j'avais vu un Coltès que monsieur... qui était extraordinaire. Et
En plus, bon, on s'avait croisé comme on a joué ensemble et une pièce de Louis-Charles et Sirjac. Mais je pensais que Arthur, avec sa jeunesse, pouvait m'apporter et me dévoiler ce texte de Beckett. Et j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai énormément appris parce que des choses que je ne savais pas. Bon, et de toute façon, on apprend toujours. Mais avec Arthur, j'ai eu accès à travailler le texte d'une autre façon, d'un autre point de vue. En plus, parce que lui, il a un regard très clair et très juste, et en même temps, il est joueur. Et donc, ça, c'est intéressant. Quelle place occupe ce projet dans ton parcours, Arthur? C'est Beckett. Alors oui, mais c'était tôt. C'est-à-dire j'avais fait un spectacle en France, c'est le Coltès aux États-Unis, donc j'avais fait peu de choses en mise en scène. Donc j'étais pas du tout prêt. Quand je commençais la mise en scène, j'avais fait Molière, bon, et puis Coltès, je me voyais pas revenir dans les classiques. D'un seul coup, j'ai envie d'aller vers le contemporain, travailler à l'étranger. J'avais pas forcément envie de travailler en France. Et donc, elle propose Oh les beaux jours. Et pour moi, vraiment, Beckett, c'est vraiment un truc que tu fais quand tu es vieux, quoi. C'est vraiment... Et Oh les beaux jours, je me dis, attends, elle va se mettre dans le trou. Et puis, on peut rien changer à ce texte, puisque Beckett a verrouillé. C'est-à-dire, les didascalies de Beckett sont très, très précises, mais elles sont verrouillées. C'est-à-dire que contractuellement, avec l'éditrice à ce moment-là, qui était Irène Lindon, des éditions de Minuit, en fait, on s'engage à respecter exactement les didascalies. Donc, en fait, on ne peut pas changer le décor, le costume, enfin, rien. C'est vraiment figé, figé. Et donc, je me disais, est-ce que là, vraiment, j'ai envie de faire Beckett? On ne peut rien changer. Moi, j'avais envie de faire du théâtre, j'avais envie de faire un peu de mise en scène. Pourquoi les beaux jours? En plus, j'avais Madeleine Renaud, que j'avais vue au Rond-Point. Tout le monde, à l'époque, allait voir Madeleine Renaud, parce qu'on se demandait si elle allait finir la représentation. Elle était très âgée. Elle était très âgée, donc c'est vrai, mais il y avait un espèce de truc un peu tordu. Oui. Tu te souviens? Et à chaque fois, elle reprenait tous les 10 ans les beaux jours. Ok, 85 ans, 95 ans, on va aller voir. Oui. Et donc, elle jouait ça, parce que comme elle était très méchante, un peu, tu sais, elle jouait avec l'attente du public. Elle savait très bien que tout le monde venait voir si elle allait au bout de la pièce, hein, et elle en jouait comme ça. Et j'avais le son. Vraiment, de Madeleine Renaud, on l'avait tous en tête, quoi. Il y avait quelque chose de... Donc, j'avais des résistances, voilà. Et ce qui m'a donné vraiment envie, bon, d'une part, il y avait le lien qu'on avait depuis ce spectacle, depuis Léo Katz. Enfin, ce spectacle s'appelait Léo Katz. Et on était proches, et j'aimais beaucoup Marie-Lou, et puis la bande autour de Marie-Lou, Alfredo, tout ça, bref. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'il y a un moment où ça rejoint quelque chose de l'ordre de l'intime. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment une nécessité pour faire un spectacle. J'ai pas une pile de pièces et je me dis, tiens, après celle-là, je fais celle-là. Il faut qu'il y ait un truc qui fasse écho très fort avec quelque chose qui relève d'une nécessité. Et à ce moment-là, je me rappelle, tu m'avais dit, déjà, tu étais dans un moment de ta vie où tu avais perdu tes parents. Et puis, donc, avec tes parents, une histoire, des lieux, et dans un moment particulier qui était la crise économique qui a frappé très très durement l'Argentine à ce moment-là. Ouais. Et d'un seul coup, dans Oh les beaux jours, la résistance de cette femme à l'enlisement devenait ta propre résistance à un enlisement plus intime, et puis du temps qui passe, et de l'âge, et d'un moment de ta carrière aussi, et l'enlisement de l'Argentine et sa résilience. C'est-à-dire, tu en parlais très bien, de comment ces gens sont capables aussi de se remettre. Donc il y avait cette intensité, ou cette résistance de l'Argentine, du peuple argentin, dans ce moment très, très brutal.
C'était horrible ce qui s'est passé à ce moment-là en Argentine. Oui. Et donc, d'un seul coup, je me dis, mais Les Beaux Jours, en fait, c'est ça. C'est une histoire beaucoup plus intéressante qui renvoie à l'idée de l'exil, qui renvoie à l'idée de la perte et de comment on résiste à l'enfoncement. Et donc, j'ai dit à Marie-Lou, c'est intéressant, si on fait Les Beaux Jours, mais on va le commencer en Argentine. Et on va partir à Buenos Aires. Et on a fait un premier voyage ensemble. On a été là où tu es né, à Mar del Plata. Enfin voilà, on a fait un voyage tous les deux pour nourrir ce spectacle. Et là, je retrouvais et ma façon de faire, et ce qui me nourrit, et le sens. Et d'un seul coup, ça s'est imposé vraiment comme quelque chose qu'il fallait faire à ce moment-là. Et c'était en fait génial. Mais ce qui était intéressant pour moi aussi, d'un point de vue de la mise en scène et du texte, c'est que ça venait d'une actrice étrangère. Or, Oh les beaux jours, c'est écrit par un étranger. C'est écrit en français par un étranger. Donc son rapport à la langue, c'est le regard ou l'oreille musicale que peut avoir un étranger par rapport à la langue française. Donc comment à la fois il la prend au sérieux, mais aussi comment il joue un peu avec. Et donc, d'un seul coup, dans ma tête, je me suis dit, bien sûr, avec Marie-Lou, j'ai envie de faire Oh les beaux jours, parce que je ne tomberai pas dans ce ton bourgeois conventionnel du théâtre qui s'était imposé sur Oh les beaux jours. Et l'accent, la musicalité de Marie-Lou allait rejoindre aussi l'exil de Beckett et nous permettre de porter le texte hors des dorures un peu, et des velours du théâtre à l'italienne, où jusque-là, on avait un petit peu enfermé Oh les beaux jours. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est qu'on l'a joué à l'Odéon, parce que ça a été créé à l'Odéon. Donc je crois que j'avais été les voir en disant j'aimerais... oui, c'était d'ailleurs les 60 ans de la création de la pièce à l'Odéon. Et donc, mais on s'est dit, on va le faire à Berthier. C'est-à-dire, on déplaçait Oh les beaux jours, vraiment des velours et des dorures pour le jouer dans une salle au bord du périphérique, un peu reléguée comme ça, dans la banlieue parisienne. Et ça racontait tout, quoi. C'était une histoire d'exil et tout ça. Et après, l'idée, c'était vraiment de le créer et de le reprendre à Buenos Aires. Ce qu'on a fait dans un théâtre très important là-bas, le Teatro San Martín. Et pour moi, ça avait été vraiment... ce qui donnait aussi du sens au projet, c'était que Marie-Lou, qui avait dû quitter dans des conditions un peu effroyables ce pays, ce moment où le pays est en crise, où elle y a perdu des choses, des proches, elle y revient avec ce spectacle Oh les beaux jours, et qui a été marquant pour nous, mais qu'après elle a pu reprendre, enfin elle a beaucoup tourné en France, mais ensuite Marie-Lou a pu le jouer plusieurs mois à Buenos Aires et en espagnol. Donc c'était une aventure assez longue, mais qui naissait qui a commencé par un voyage. Et c'est dans ce voyage que le sens et le désir s'est conforté, quoi. Mais ça avait tellement de sens que ce serait elle, en fait, parce que j'étais pas du tout inspiré j'aurais pas été inspiré par une comédienne française. C'était vraiment son histoire à elle, d'un seul coup, qui rencontrait quelque chose de la métaphore qu'a Oh les beaux jours. Et c'est Marie-Lou qui donnait complètement sens à ce projet. Alors pour finir, je voudrais vous poser une dernière question. Sur cette histoire-là que je trouve extrêmement émouvante. Marie-Lou, quand vous avez proposé Arthur Nosiciel, cette pièce de Beckett, vous saviez que vous alliez... lorsque vous lui avez proposé, parce que si j'ai bien compris, c'est elle qui vous demande cette mise en scène. Je me souviens très bien quand tu étais venu à Lorient. Oui. Vous aviez en tête toute cette histoire que vous alliez vivre tous les deux ensemble. Parce que c'est extraordinaire. Quand même. Non. Quand je voulais jouer Oh le beau jour, parce que la chose qui est émouvante pour moi, c'est cette résistance de cette femme, cette envie de vie, malgré tout. Et quand j'ai vu les Coltès d'Arthur, j'ai vu qu'il y avait justement une pulsion de vie et d'exaltation
dans sa mise en scène que je n'avais pas trouvé dans d'autres mises en scène de Koltès, que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Mais il y avait quelque chose toujours où la noirceur l'a emporté et contre le désir vital. Et c'est pour ça que je demandais à Arthur, mais je ne savais pas qu'il allait me faire revenir à mes origines, qu'on allait faire ce voyage. Mais ce voyage, je crois qu'il nous a nourris à tous les deux. En plus, c'était un moment très spécial de ma vie parce que j'étais orpheline pour la première fois. Voilà l'esprit argentin qui surgit. Aïe, Marone. Après, moi, comme c'est un spectacle, c'est aussi différent de faire un spectacle. Enfin, c'est toujours un peu comme ça, mais d'un seul coup, on fait aussi. Enfin, là, ce qui est différent par rapport à d'autres projets, c'est qu'on fait le spectacle pour quelqu'un. Et donc, une personne va avoir des attentes, mais nous, on voit autre chose aussi, on sent autre chose. Donc, en fait, c'est un truc comme ça. Oui. Mais mon travail, là, c'était vraiment, je le faisais pour toi, vraiment, en me disant, je veux qu'elle soit formidable, je veux que ça soit nourri par des choses concrètes, en fait. Parce que Oh les beaux jours, je trouve, tu sais, comme on met ça dans un théâtre de l'absurde ou un peu poétique, pour moi, c'est un peu évanescent. Mais d'un seul coup, avec Marie-Lou, ce qu'elle est, son corps, c'était plus du tout évanescent. Enfin, on est dans le concret et même dans l'effet de réel de quelqu'un qui passe un moment dans sa vie et qui est traversé par ce texte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas juste l'illustration dans les beaux jours, c'est la résonance de Marie-Lou avec ce texte. C'est vrai que le travail qu'on faisait, c'était d'enlever les conventions pour arriver à la vérité de Marie-Lou, de quelque chose comme ça. Et c'est très beau de faire un spectacle pour quelqu'un parce que ça nous déplace aussi, puis que... Mais en tout cas, j'avais aussi envie qu'on la voit autrement. J'avais envie qu'on voit... Parce que Marie-Lou, alors, elle est passée par la danse, le clown, tout ça, c'est quelqu'un de très expressif. Et le tse, c'est vrai que j'avais envie aussi que le personnage s'efface derrière la personne. Voilà. Et donc c'était aussi un travail comme ça. On se remet dans le contexte, dans l'époque. C'était, tiens, mais Marie-Lou jouait beaucoup. Et donc, si on fait ça, il faut que ça vaille le coup. Il faut qu'on voit quelque chose de nouveau de Oh les beaux jours. Ça, c'est mon travail de metteur en scène. J'ai envie qu'on voit quelque chose de nouveau d'Oh les beaux jours. C'est ma vanité de metteur en scène ou mon utopie artistique. Et puis, il y a autre chose qui est de voir autrement aussi une comédienne. Et d'en saisir des choses que je connaissais de la vie, mais que peut-être tu avais peu eu l'occasion d'explorer sur scène. Absolument. Non, absolument. En plus, mais le travail avec Arthur et sur ça m'a ouvert aussi un chemin vers d'autres possibilités de jeux que je commençais à développer et que je continue à travailler, quoi. Ce qui est magnifique avec Marie-Lou, on le voit dans le film, c'est cette capacité, cette curiosité, cette capacité, cette ouverture à tous les gens et tous les genres, et quelque chose où tu te mets toujours en situation de découverte. Et c'est ça ta force. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, sur tout un parcours aussi, ont ça. Mais moi, je crois profondément à ce que dit Heidegger, que une façon, les dons que peut avoir un être humain, c'est l'état d'émerveillement. Ça veut dire l'état on découvre quelque chose, et ça, c'est extraordinaire. Et surtout parce que nous, comédiens, que nous travaillons avec nous-mêmes entièrement, et cet émerveillement nous amène à un travail très profond, très
Et ça veut dire à toujours explorer, et même au-delà de nous-mêmes, je veux dire, jusqu'où on peut aller de nous-mêmes. Et que les limites humaines sont loin de fois. Et ça change énormément, je vous dis, ça change. On explore et on ne finit jamais. Mais je vous remercie beaucoup. Je suis obligée d'arrêter là la discussion. Merci à vous.